Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un test du JT sur un jeu tout simplement incroyable, Dragon Dogma 2, le nouveau RPG de Capcom. C'est un réel coup de cœur pour moi et malgré des défauts évidents, on va pas se le cacher, il est pour moi le RPG de ce début d'année. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti, je vous en parle. D'un point de vue histoire, vous incarnez l'insurgé, un humain dont le cœur a été dévoré par un dragon et dont le but est de retrouver celui-ci et de le vaincre afin de perpétuer un cycle empêchant la chute du monde dans le chaos. Le fait d'être insurgé confère aussi à celui-ci le droit de devenir l'archimonarque et d'invoquer des personnages secondaires qui vous aideront dans votre quête, les pions. Nous en reparlerons un peu plus tard dans ce test. Mais ici, un usurpateur a pris votre place et c'est sur cet événement que commence votre aventure. Alors, on va se le dire tout de suite, ce jeu ne se joue pas forcément pour son histoire et d'ailleurs, si vous faites l'histoire principale d'une traite, il vous faudra moins de 20 heures pour en venir à bout et vous passerez à côté de bien des choses. Ici, les quêtes annexes ont une importance capitale. Elles vous aideront à comprendre les enjeux politiques et le monde dans lequel vous allez évoluer. D'autant plus pour moi, le jeu peut être comparé à Elden Ring, avec comme avantage une difficulté plus abordable. Pourquoi cette comparaison aussi ? Vous visiterez un monde vaste, un monde ouvert, où l'exploration est récompensée souvent par des pièces d'équipement. Que ça soit une grotte dissimulée, un tombeau caché, ou bien un petit village, le jeu fait la part belle à l'exploration. Et ici, la formule de Capcom est assez ingénieuse. Ce n'est pas vous qui cherchez les quêtes, comme dans les jeux classiques, c'est les quêtes qui viennent à vous selon l'heure, selon l'endroit où vous trouvez. Un PNJ viendra directement vous parler et vous proposera de l'aider. Seules quelques quêtes ne possèdent aucun objectif clair. Pour le reste, un losange jaune apparaîtra sur votre minimap, en bas à gauche de l'écran, pour faire office d'endroit où vous devrez aller, où vous devrez vous rendre par le chemin que vous souhaitez pour faire évoluer celle-ci. Et c'est très bien joué de la part de Capcom, en offrant le choix aux joueurs d'aller comme bon lui semble à la suite d'une quête, sans imposer un itinéraire fixe. Ils viennent casser un peu les codes des jeux d'aujourd'hui et offrent aux joueurs la possibilité de se perdre et de vivre à chacun une aventure unique. Le jeu propose 3 fins, une mauvaise, une bonne et une fin qui est la vraie fin du jeu dont je ne vous spoilerai pas comment la voir, même si, rendu à la fin, je vous invite à vous renseigner pour la débloquer car celle-ci vous plongera un peu plus dans l'aventure en rajoutant entre 5 et 10 heures de jeu pour la principale. Une fois le jeu fini, celui-ci propose un mode New Game Plus qui consiste à refaire l'aventure avec tout votre équipement, niveau, etc. mais sans les objets clés de l'aventure. Si vous prenez le temps de visiter, de faire les quêtes secondaires et les événements aléatoires qui surgissent à n'importe quel moment, comme l'attaque de dragon, alors la durée de vie se voit aisément doublée voire triplée. Toutefois, un type de mission est source de frustration, les missions d'escorte. Ou si vous ne prêtez pas attention au PNJ que vous escortez, il peut tout simplement disparaître et revenir à son point de départ, vous obligeant à devoir tout refaire pour retourner le chercher. Ce type de mission est clairement plus source d'angoisse que de fun, de peur de voir le PNJ disparaître. En ce qui concerne le fast travel, ou les déplacements rapides, vous devez trouver des portes à cristal disséminés à travers le monde pour pouvoir vous téléporter ou bien utiliser une charrue qui vous transportera à travers la map à différentes villes. Pas besoin d'acheter des DLC payants, etc. comme on a pu voir avec la récente polémique. Tous les objets qui se trouvent dans les DLC sont en jeu, il suffit d'explorer le monde pour les trouver. Pour ma part, cela fait très longtemps que je n'avais pas éprouvé de ce sentiment de liberté face à comment résoudre et faire une quête et je dis bravo à Capcom d'avoir osé faire ça en 2024 là où les jeux de la concurrence sont de plus en plus dirigistes. Mais qu'est-ce qu'un jeu sans les graphismes et la technique? C'est avec le RE Engine, le moteur habituel de Capcom, que Dragon Dogma a été fait. Celui-ci offre au jeu une certaine touche de réalisme sur une époque que l'on pourrait situer de moyenâgeuse et permet d'offrir une atmosphère saisissante au titre. Le monde ouvert est bien l'un des seuls en 2024 à être organique. Il regorge d'ennemis comme des trolls, des squelettes, des cyclopes, des griffons et j'en passe, qui vous empêcheront de voyager en toute quiétude à travers les montagnes, les plaines ou bien encore le désert. Oui, c'est aussi une des forces techniques du jeu, la présence d'autant d'ennemis sur un open world, rares jeux pouvant dire qu'ils ont un open world aussi organique et vivant que celui-ci. Toutefois, soyons réalistes et honnêtes, le jeu souffre aussi d'une technique que certains diront datée. Si vous vous attardez sur le foliage, la végétation pour ceux qui s'y connaissent moins bien, ça va vous piquer les yeux. Les feuilles par endroits ont des textures vraiment hideuses, voire scandaleuses quand on le compare à un horizon Forbidden West. Pareil pour les images par seconde, qui, si parfois tout roule correctement, on ne sait quelle raison, vous passerez par 2 fois au même endroit et là vous aurez des chutes de FPS
voire même des micro-freezes, sans parler des bugs qui ne nuisent pas à l'avancée dans le jeu, mais qui sont présents. Le jeu aurait mérité un peu plus de polish sur la fin. À cela, vous pouvez rajouter du clipping, un aliasing présent, surtout sur les cheveux, et vous aurez un bon condensé de ce que le jeu peut faire de pire. Mais face à l'extraordinaire proposition de Capcom, les défauts, vous les verrez au début, puis vous n'y ferez même plus attention tellement que le jeu est excellent et addictif. Dernier point sur les graphismes. Les cinématiques d'échange de dialogue entre les personnages sont faites avec une caméra champ contre champ. Et malheureusement, la manière dont c'est fait, cela accentue un peu plus le côté daté du titre. Et enfin, dans cette rubrique, je souhaiterais quand même ajouter un petit mot sur la bande son. Je n'en parle pas tout le temps, mais quand celle-ci est bonne, je tiens à le signaler. Même si parfois elle est discrète, les musiques lors d'affrontements s'emballent pour vous donner la sensation que chaque gros combat est épique. Un vrai plus ici pour charmer les plus mélomanes et les plus sensibles d'entre nous qui aiment les bandes son de jeux vidéo. Et cette musique est accompagnée d'un gameplay qui vous fera passer du chaud au froid et du froid au chaud dont je vous en parle maintenant. Vous partirez à la découverte du monde avec pas moins de 10 classes qui sont guerrier, archer, assassin, mage, champion, sorcier, archer-mage, chevalier-mage, illusionniste et conquérant. Chaque classe possède différents niveaux de maîtrise qui vous permettront au fur et à mesure du jeu de débloquer des nouvelles compétences de combat plus ou moins fortes. Par exemple, pour l'archer, vous obtiendrez très vite un DPS très grand. Là où le chevalier-mage procurera à l'ensemble de votre équipe un bouclier qui annule tout simplement tout type de dégâts, rien que ça. Chaque classe possède ses propres sets d'armure et d'armes, et les différences de gameplay entre celles-ci est tellement grande que aucune classe vous fera sentir que vous l'avez déjà joué. Et vous pouvez switcher à n'importe quel comptoir de guilde à votre guise. Si les 4 premières classes sont données de base, la classe champion et sorcier s'obtiennent sans trop de problèmes. Quant aux autres, il faudra explorer le monde pour trouver des PNJ qui vous apprendra à utiliser des nouvelles classes. Pour votre pion, seules les 6 premières classes sont disponibles, le reste étant destiné exclusivement à l'insurgé. Comme je viens d'en parler, il est temps d'approfondir ce qu'est un pion. Le pion est une personne liée à l'insurgé, un compagnon de fortune qui vous prêtera main forte dans toutes les nombreuses galères à travers votre périple. Vous en avez un à vous que vous pouvez customiser à loisir, et vous pouvez aller en chercher 2 autres via les failles, où se concentrent tous les pions des autres joueurs du monde que vous pouvez inviter dans votre partie. Toutefois, ces pions ne peuvent monter de niveau dans votre monde, donc l'intérêt est de changer constamment de pion au fur et à mesure que votre niveau augmente afin de garder un bon niveau d'équipement et d'équipe, tout simplement global. Qu'en est-il des combats? Ils sont très nombreux et très nerveux. L'erreur est permise mais difficilement rattrapable, si bien que si l'ennemi vous touche, il n'hésitera pas à spammer son combo sans que vous puissiez rien faire, que subir jusqu'à que celui-ci finisse. Et là commence le froid. Si le gameplay combat est nerveux et que l'on s'ennuie pas lors de ces séquences-là, l'IA des pions, elle, est tantôt wow, tantôt désespérante. Il vous arrivera de pester à plusieurs reprises contre celle-ci. Si parfois l'IA se concentre sur le DPS et fait clairement des merveilles, par moment, quand vous serez en état de vacillement ou de chute, le pion qui doit venir vous mettre une petite tape dans le dos pour vous remettre sur le droit chemin sera tout simplement absent. Il ne viendra jamais vous prêter main forte, au point que l'ennemi se chargera lui de vous oxyre avec joie et allégresse. Pareil, certains ponts par exemple peuvent être détruits au cours d'affrontements, et là encore l'IA n'est pas très maligne. Elle ira jusqu'à détruire le pont avec des sorts et compétences allant jusqu'à provoquer votre mort pour une chute mortelle. Bref, on dirait que l'IA des pions est par moments tellement surchargée d'informations, on dirait que celle-ci finit par ne plus répondre correctement à la séquence que vous vivez. Je vous assure, vous aurez tous et tous des pics de colère à créer derrière votre écran l'incompréhension et l'attitude des pions. En ce qui concerne la partie RPG, le jeu propose une customisation complète de la tenue et un panel long comme le bras d'armes en tout genre, pouvant être amélioré jusqu'à 3 fois classiquement et 4 fois suite à la rencontre d'un certain PNJ en échange de matériaux et d'argent. Et il est fort conseillé d'upgrader son équipement au fur et à mesure, sous peine de voir une difficulté de plus en plus poussée rebuter certaines personnes. Mais pour moi, rien d'insurmontable. Je trouve que le jeu se prend bien en main, et si toutefois vous avez de la difficulté avec le jeu, rien ne vous empêche moyennement un type de monnaie particulier pour les failles trouvables en jeu de vous offrir des services de pion de plus haut niveau que le vôtre pour surmonter la difficulté. Et enfin, dernier point, qui rejoint aussi la technique et qui va vraiment vous faire tirer les cheveux par moments, la caméra. Vous vous retrouverez souvent d'affrontements dans des grottes, des endroits clos,
et là la caméra fera des siennes. Et cela rajouté à des effets de magie, le combat deviendra très vite illisible, au point de ne plus savoir où vous frapper car le jeu ne propose pas de lock pour verrouiller l'ennemi. La caméra gâche un peu le fun, et surtout contre les gros monstres où clairement on aurait aimé avoir une caméra plus lointaine pour pouvoir apprécier l'ensemble du combat. Malgré tout, vous passerez la majeure partie du temps à vraiment aimer vous battre contre une multitude de créatures en tout genre, dont les modélisations restent cohérentes et fidèles à l'imaginaire que l'on pouvait se faire de ce genre de monstre. Et malheureusement, vous savez qu'après cette rubrique, il est temps d'arriver à la fameuse conclusion. Alors, faut-il acheter le jeu? Que dire de ce jeu? Malgré certains défauts qui sont quand même assez récurrents dans l'industrie du jeu vidéo comme des chutes d'images par seconde, l'optimisation bancale, une caméra pas folle durant les combats, une IA aux fraises, le jeu vous offre avant tout un voyage. Vous offrant l'opportunité de faire votre route entre un point A et un point B à votre façon. Brisant les codes des jeux dirigistes, vous vous retrouverez à la manière d'un Elden Ring, à visiter des grottes inconnues en quête de loot et accessoires en guise de récompense. Vous passerez des heures à combattre dans un univers ultra cohérent mais exigeant, qui vous demandera de toujours vous mettre à jour vis-à-vis de votre équipement. Le conseil que je peux vous donner, aimez votre voyage. Car oui, c'est votre voyage et personne n'aura le même. Certains partiront vers l'est, d'autres vers le nord. Certains auront des quêtes que vous ne trouverez jamais. Mais qu'importe, partez, laissez-vous guider par vos envies, votre intuition. Si celle-ci vous dit là-bas il y a quelque chose, il faut que j'aille voir, alors soyez-en sûrs, il y a réellement quelque chose qui vous attend. Pour moi, la proposition est belle, réussie. Dragon Dogma 2 est le jeu dont vous êtes vraiment le héros. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce jeu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du JT. En attendant, prenez soin de vous, à bientôt.